Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch pour cette nouvelle émission aujourd'hui. Merci d'être avec nous et je pense que vous serez nombreux tout à l'heure à nous rejoindre pour une émission un peu spéciale avec un invité exceptionnel qui est à côté de moi, qui se présentera dans un instant, Monsieur Jérôme Bonnet, le directeur central de la police judiciaire. Émission spéciale, invité exceptionnel, pour parler d'un sujet grave. Parfois ici ensemble on parle de sujets légers, des fois de sujets de prévention, mais là c'est un sujet grave puisqu'on va parler du procès actuel V13, mais plus généralement surtout de la lutte antiterroriste et de l'engagement de la police judiciaire dans ce cadre. C'est vrai qu'on parle beaucoup dans le cadre du procès en cours de ce qu'on a fait à ce moment-là, au moment des attentats, comment l'État s'est mobilisé, la police en général et particulièrement la police judiciaire. Je trouvais que c'était important de donner la parole aux enquêteurs, à ceux qui ont été vraiment à l'œuvre pour que le procès aujourd'hui, qui a lieu en toute lumière, existe grâce à ces enquêteurs qui ont été dans l'ombre pendant des jours, des semaines, des mois à travailler. Donc c'est important de leur rendre hommage, de montrer leur travail, d'expliquer tout ce qu'ils ont fait, parce qu'il faut vraiment avoir une force exceptionnelle et un professionnalisme pour faire ce qu'ils ont fait. Donc voilà, c'était important de le dire, et qui mieux peut parler des enquêteurs que leur chef, Monsieur Jérôme Bonnet, à qui on va donner la parole dans un moment. Alors je pense qu'on a tous lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, dans la presse, sur ce procès qui est vraiment un procès hors norme. Encore hier, notre ministre de l'Intérieur de l'époque, Monsieur Bernard Cazeneuve, était auditionné, entendu dans le cadre de ce procès, et il a mis en avant l'importance qu'il y a de manière publique à voir ce procès. Il s'est ouvert en septembre, il devrait durer 9 mois au total si tout se déroule comme prévu. Il y a eu les premières semaines, je crois pendant 5 semaines, toutes les victimes qui ont été entendues, les parties civiles nombreuses avec leurs avocats. Ce temps a été pris pour leur donner la parole, puis ce fut le tour, on en parlera tout à l'heure, notamment des enquêteurs, des policiers en général, des quelques gendarmes qui sont intervenus, et des enquêteurs qui nous expliquent aussi pas à pas l'enquête qui a eu lieu, dont on en parlera tout à l'heure. Pour aller en procès en assises, il faut être très solide, et on a eu des témoignages dans la presse fantastiques, et le but c'est vraiment de savoir ce que chaque personne individuellement, ce que chaque accusé a en responsabilité pour que la justice se fasse, et c'est le travail de rassemblement des preuves de la police judiciaire. Alors Jérôme Bonnet, bonjour, merci d'être avec nous. Je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît bien, on a travaillé ensemble, j'ai été ton adjointe. Tu es un grand policier, un grand flic d'investigation, tu as eu un parcours exceptionnel à différents titres dans plein de domaines de la police judiciaire, la crime, les mineurs, la délinquance financière, bref, tu nous en parleras toi-même. Tu es aussi aujourd'hui président d'Europol, qui est l'organe de coopération européen, tu nous en toucheras un mot je pense. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant d'expliquer peut-être en quelques mots ce que fait ta direction, et puis on commencera sur l'attentat et ce procès V13 et les questions que vous posez. N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions au fur et à mesure dès que Jérôme Bonnet se sera présenté. Non, merci beaucoup Camille. Non, me présenter, je ne veux surtout pas que ce soit non plus ennuyeux. Moi, je ne suis qu'un commissaire de police comme toi, qui a passé son concours, qui, après ses études, a immédiatement eu la passion de l'enquête et du management des enquêteurs aussi. Parce qu'il n'y a pas d'enquête sans enquêteur, il n'y a pas de chef sans ses troupes. Et j'ai toujours été guidé par une notion que j'essaie de cultiver toujours dans cette maison, c'est celle du plaisir. Parce que l'enquête provoque un plaisir, une excitation, un sens de l'utilité extrêmement fort. Et ma carrière a été faite de ça, a été faite de ces rencontres, a été faite de ces opportunités. Effectivement, aujourd'hui, j'exerce des responsabilités importantes. Je ne serai président d'Europol qu'à compter du 1er janvier, quand la France prendra la présidence de l'Union. Je présiderai Europol pour 18 mois. Ce qui est un vrai challenge aussi, mais aujourd'hui, il n'y a pas de lutte contre la criminalité sans une orientation à l'international. Il n'y a pas de lutte contre le terrorisme sans une orientation, ça semble évident et le procès nous le démontre, sans une orientation à l'international. Donc,
Donc oui, un parcours où j'ai vécu des choses fantastiques que je ne vais pas raconter pour ne pas devenir un vieux flic avant l'heure, mais où j'ai vécu à la fois des grandes affaires financières, où j'ai vécu des grandes affaires criminelles, où j'ai vécu également la force, l'émotion, la rigueur des atteintes contre les mineurs, qui est sans doute peut-être le passage le plus marquant de ma carrière à tout point de vue. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis ensuite les aléas des rencontres et de la carrière font que je me suis intéressé à la communication, parce que je pense que c'est un domaine fondamental, de faire connaître, d'expliquer, de faire comprendre notre travail, notre mission, est une mission de service public, qui est une mission pour nous encore un petit peu plus que pour d'autres, au service de la justice. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, donc. Euh, et, euh, et, la- et c'est d'ailleurs dans ce parcours à la tête du service de communication de la police que j'ai eu à vivre, que nous avons eu à vivre cette séquence des attentats. Ce qui nous a beaucoup appris d'ailleurs sur ce qu'est l'impact du terrorisme, sur ce qu'est la gestion, j'y reviendrai, du bruit médiatique, des fake news, de l'affolement, de l'excitation, là où la direction, les enquêteurs qui sont placés sous ma responsabilité ont besoin de temps long, ont besoin de rigueur, ont besoin d'être à l'abri de cette agitation, et c'est tout l'enjeu des enquêtes en matière de terrorisme. Bah, merci beaucoup. Tu nous mets déjà dans le sujet. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Bonjour à Nonator qui est fidèle de l'émission. Déjà, peut-être pour commencer, avant de prendre les questions qui vont arriver dans le chat au fur et à mesure, est-ce que je pense que tous, on se souvient où on était cette funeste soirée. Toi, le 13 novembre, tu étais où? Comment ça s'est déclenché? Comment tu as appris ce qui se passait et comment finalement tout s'est déclenché à la position qui était à tienne à l'époque, donc plutôt côté communication, mais au sein et au cœur de la direction générale de la police nationale. Ouais, les fonctions que j'exerçais à l'époque me mettaient dans le cercle très rapproché du directeur général de l'époque. Et ce 13 novembre, d'ailleurs, ce 13 novembre, j'ai le souvenir que nous avions détecté sur les réseaux sociaux une alerte à la bombe. Je me souviens, je crois, Gare du Nord, à Paris. Et cette alerte, qui était là aussi encore une fake news, avait conduit la préfecture de police à évacuer la gare le temps des recherches, parce qu'on était déjà quand même dans un climat qu'il faut bien comprendre, qui était un climat de menaces terroristes excessivement fortes, et où tous les signaux faibles devaient être pris, comme ils le sont toujours aujourd'hui, devaient être pris très au sérieux. Et, et ce soir-là, je rentrais un peu tard comme d'habitude chez moi, et la télé était allumée sur un match de foot, je crois, entre la France et l'Allemagne. Et au moment où j'entendais moi aussi l'explosion au travers de la retransmission télé, mon téléphone sonnait. Donc j'ai fait demi-tour, je ne me suis même pas changé. J'ai eu à gérer cette petite logistique personnelle, à laquelle parfois on ne pense pas forcément toujours, et je suis reparti Directement au service, c'est ça. directement au bureau, euh, avec d'ailleurs ce sentiment, en suivant, en étant évidemment, en faisant quelque chose d'irrégulier, qui était de téléphoner tout en conduisant, je recevais de l'information qui s'accumulait, et j'avais à retraverser Paris, parce que j'habite en banlieue, j'avais à retraverser Paris alors qu'on avait des commandos armés dont on entendait qu'ils étaient partout, qu'ils étaient en train de tirer sur tout le monde, etc. Et je me demandais tout seul dans ma voiture ce que je pourrais être amené à rencontrer sur le parcours qui m'amenait au bureau, et ce que je pourrais être amené à faire le cas échéant avec mes petits bras musclés. Et c'était un moment qui est ce moment d'ailleurs de la sidération, de l'incompréhension de ce qui se passe, de la volonté d'essayer de tout remettre en ordre. Et je crois que je ne suis pas rentré chez moi avant au moins 48 heures. Donc on passe dans de la très haute intensité qui nécessite à la fois d'être extrêmement disponible et vigilant, et qui nécessite aussi d'être extrêmement calme, extrêmement, malgré le bouillonnement, malgré tout un tas de choses d'ailleurs qui sont le fait d'être focalisé sur l'événement, le fait d'être focalisé sur la réponse institutionnelle que
que doit produire la police nationale dans ces moments-là, parce que comme je disais, j'étais vraiment au plus près du directeur général qui avait immédiatement des décisions à prendre et qui s'appuyait entre autres sur moi, mais également sur d'autres pour les prendre. C'est également les appels à ce moment-là de proches qui veulent savoir où on est, qui veulent savoir si on connaît quelqu'un. Alors c'est une question, moi, qu'on me pose souvent et que j'aimerais poser au directeur central de la police judiciaire. Qu'est-ce qui se passe finalement dans la tête d'un enquêteur qui va comme ça sur une intervention dont il sait qu'elle va être extrêmement complexe, qui laisse sa famille, qui des fois n'a pas de nouvelles de ses proches? Comment on gère finalement le personnel et le professionnel? Est-ce que le personnel s'efface totalement? Comment on gère ce moment aussi de sidération que tu évoquais? Comment ça se passe pour un enquêteur? Je pense que pour chaque enquêteur, évidemment, la logique sera différente. Euh, Mon expérience, qui n'était pas une expérience d'enquêteur sur V13, mais qui l'a été à d'autres moments, c'est qu'on a une espèce on rassemble toutes ses émotions, on rassemble toute sa concentration sur la mission. Euh, j'ai exercé à la brigade criminelle. Il m'arrive encore de redouter une prise de sang à titre personnel. Je n'ai jamais eu de problème avec le fait d'affronter du sang, d'affronter des choses comme ça, parce que je mobilisais entièrement ma concentration sur le travail, sur la mission. Et c'est ce qui fait que parfois les proches s'étonnent un peu du détachement. Moi, en tout cas, ça a été mon cas. Mes proches se sont étonnés du fait que j'avais l'air détaché et éloigné des En fait, événements. c'était très enfoui et puis il y a un moment, j'imagine, Et c'est la a vu ça. mission, et c'est ce qui est extrêmement louable chez nos agents, c'est que la mission supplante tout. J'ai des amis personnels qui étaient dans les colonnes d'assaut du Bataclan, euh, et, et- et je sais que ça a été compliqué pour leurs proches, bien évidemment, de ne pas savoir, de savoir qu'ils s'engouffraient et de ne pas savoir. Alors, il faut rendre hommage, et je pense que beaucoup d'entre vous ont lu les interventions des premiers intervenants sur les lieux au Bataclan, hein. Je pense qu'on a tous lu ces policiers qui ont été avec leur seule arme de poing à l'intérieur des locaux, alors qu'ils avaient leurs 30 cartouches en tout et pour tout, et qui savaient ce à quoi ils allaient être confrontés. Donc voilà, il faut vraiment leur rendre hommage, parce que sans eux, on sait que le bilan humain aurait été tellement plus élevé. Alors comment, quand on est en police judiciaire, comment on s'organise? Parce que finalement, là, on était sur différentes scènes de crimes, on va les appeler comme ça, d'attentats. Comment on s'organise face à quelque chose d'aussi démesuré, d'aussi... est-ce qu'on a des plans de préparation? Je sais qu'on fait beaucoup d'exercices dans la police, mais finalement, comment on s'organise immédiatement après ce type d'événement? Alors, il est nécessaire évidemment d'avoir une organisation extrêmement anticipée. Il faut vraiment anticiper les choses et ça a été le travail de la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire depuis des années, ça a été de se préparer à ce qui s'est passé. Non pas de se préparer à l'événement lui-même sur le fond, mais à ce type d'événement en regardant ce qui se passait notamment à l'étranger, en regardant ce qui pouvait se passer en France et qui était de moindre intensité peut-être à tel ou tel moment, mais également d'agréger de la compétence et de se dire et de s'interroger. Et ça, d'ailleurs, depuis, pour avoir été à la brigade criminelle de Paris, les attentats de 95, les attentats de 96 nous ont enseigné beaucoup de choses sur la gestion des scènes de crime, qui sont des gestions de scènes de crime extrêmement complexes, notamment quand on a beaucoup de victimes. Et donc on a à gérer. L'immense défi, c'est que notre boussole, c'est l'article 14 du Code de procédure pénale. C'est de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en retrouver les auteurs, d'en identifier les auteurs. C'est notre boussole, c'est l'essence de notre mission, c'est de permettre à la justice de passer, c'est de rendre leur histoire ou une histoire aux victimes. Et tout ça nécessite de la rigueur, du sang-froid, euh, dans un bruit monstrueux. Euh, on demande à des gens effectivement d'aller commencer l'enquête, alors même que les secours n'ont pas encore terminé leur travail, alors même que les colonnes d'assaut sont encore dans le Bataclan, sont encore en train d'essayer de sauver les otages et d'affronter les terroristes. L'enquête a déjà démarré. Et l'enquête qui a démarré, c'est poser les choses, c'est gérer les victimes et c'est gérer également les fuyards, gérer également les commandos qui sont peut-être encore en train d'agir. C'est-à-dire qu'il faut gérer à la fois du temps long et du temps court, de l'extrême urgence et de la sérénité. Et si on n'a pas associé à ça une rigueur de fonctionnement,
on se perd. Hmm. Automatiquement, on se perd. Et comment ça se passe concrètement? C'est des groupes différents, certains sont dédiés à une scène de crime, j'imagine, et même peut-être à l'intérieur de la scène de crime, à une partie. Il faut être très très organisé. Alors en fait, quand on est sur une enquête comme celle-là, et ce qui est souvent un schéma que l'on retrouve, on a plusieurs services qui sont saisis. En l'occurrence, on avait la direction centrale de la police judiciaire, on avait la police judiciaire de Paris, puisque ça se passait pour l'essentiel sur son territoire, et on avait la direction générale de la sécurité intérieure. Ces services-là sont co-saisis par l'autorité judiciaire. C'est-à-dire qu'on utilise les potentialités de chacun et on nomme à ce moment-là un service coordonnateur, c'est-à-dire le service qui va piloter et qui va organiser, recueillir l'ensemble des éléments. C'est celui qui va mettre en œuvre un PC. On organise un poste de commandement central qui va gérer l'enquête. Et ensuite, on se répartit les scènes de crime. Sauf que pour se répartir les scènes de crime, il faut les connaître. Et on a mis plusieurs heures ce soir-là à comprendre le déroulement des faits, le scénario global des faits. On a mis beaucoup de temps à le comprendre parce que les scènes étaient complexes, elles se multipliaient, elles se déployaient, pour affecter les moyens en fonction. En ayant toujours à l'idée, vu qu'on est sur un attentat à scènes multiples, de ne pas non plus consommer toutes nos forces. Car quand on a plusieurs scènes et plusieurs attaques simultanées dans Paris, on ne sait pas ce qui peut se passer d'autre. Il peut se passer autre chose ailleurs, il peut se passer d'autres scènes, etc. Donc, on a un service qui est désigné comme le leader de l'enquête. Et ce service-là concentre et recueille et organise les choses. Ensuite, on va organiser plusieurs grands aspects. On a la gestion des constatations et des scènes de crime, qui est un élément important, c'est vraiment le cœur de l'enquête, où on va démarrer d'ailleurs cette fonction si complexe et si difficile qui est l'identification des victimes. On doit immédiatement également s'orienter à l'international. C'est quelque chose de capital parce qu'on sait que par essence, ce type d'attaque recèle des éléments internationaux, que ce soit un commando, ce qui fut le cas, qui viennent de l'étranger, mais qui a eu des connexions à l'étranger, etc., etc. Donc il faut arriver à complètement gérer ça et à gérer un troisième pôle, on va dire, qui est un pôle de gestion du renseignement. Parce que très vite, on ouvre un numéro de téléphone qui est accessible, un numéro court qui est le 197, et qui permet immédiatement de commencer à recevoir des témoignages. On reçoit également des renseignements par plein de canaux, et il faut les trier. Donc il faut dédier des enquêteurs au tri de ces informations qui arrivent, et rassembler tout ça au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête dans un PC, pour que on a un poste de commandement, avec un très fort niveau d'encadrement. C'est un travail extrêmement rigoureux. Tout est lu, tout est épluché, et on doit, comme je le disais, gérer l'urgence. On doit rendre compte, ce qui est quand même c'est la mission de police judiciaire, à l'autorité judiciaire, de façon fidèle et précise. On a l'autorité politique également, qui a à gérer la gestion du trouble majeur à l'ordre public. On a un besoin frénétique de connaître, d'avoir des informations. On a à gérer bien évidemment toutes les fausses informations, pour ceux qui se souviennent de quelqu'un cette dans le soirée-là. chat nous en parle, était à Strasbourg et lui aussi il a connu ces fake news, effectivement. Exactement, c'est quelque chose d'extrêmement important, et puis surtout on doit gérer avec sang-froid, et c'était d'ailleurs un des enjeux à l'époque que nous avions quand nous étions à la com, c'est comment articuler toutes ces mauvaises informations en trouvant ce qu'il y a de pertinent parmi celles-ci, ce qui est souvent, je crois que l'on a eu, je crois 17 000 appels sur le numéro, sur le 197, et on a eu 3 appels intéressants. Donc il faut gérer le volume finalement. Il faut gérer ce volume et trouver dans cette botte de foin l'information qui va vous permettre d'avancer sur l'enquête. Qui ont été des informations totalement déterminantes. Et donc, ce flux d'appels, il faut évidemment avoir un regard, un contrôle qualité en quelque sorte, sur la rigueur de ce que l'on va exploiter. Les scènes de crime, on imagine évidemment celle du Bataclan comme étant à la fois la plus horrible et la plus complexe. Ce sont des scènes de crime qui sont en général sectorisées, c'est-à-dire qu'on va vraiment découper la scène de crime en différents secteurs.
Il y a un travail absolument fantastique de nos techniciens De la police de la police scientifique. scientifique qui ont ce travail-là à faire, des policiers qui ont en charge les constatations. J'ai le souvenir du compte-rendu qui a été fait dans la presse de ce policier de la brigade criminelle qui a témoigné des constatations qu'il a faites au Bataclan. C'est en plus un enquêteur que je connais très bien et pour qui j'ai la plus grande estime. Son témoignage a été totalement révélateur de ce qu'a été l'exigence de son travail, de son obstination et la gestion des émotions qui sont énormes, qui sont voilà. Donc son témoignage a bien plus de valeur que ce que je pourrais dire, et c'est vraiment cette mission qui est très très complexe. Alors, on a deux questions dans le chat. Une sur la coopération. Comment ça se passe pour coopérer avec les autres services? Là, on nous cite la DGSI, mais comme tu l'as dit, il y avait différents services. Donc, est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'on se dise tout? Voilà, par exemple. Et on avait une autre question sur la coopération, les échanges d'informations avec l'étranger. Comment ça se passe? J'allais dire lors d'un attentat, puis peut-être de manière générale aussi. Alors, avec les services d'enquête, il n'y a aucun souci. Il y a une transparence totale. Parce que c'est le cas au quotidien, et deux, que dans une période de crise, on ne se pose plus la question de savoir il va y avoir une guerre des polices ou autre. Ça, c'est fini depuis bien longtemps. Je pense que c'est fini depuis bien longtemps, et dans ces situations-là, ça l'est encore plus. Donc, tout le monde est rassemblé. Il y a des représentants de tous les services qui sont dans ces fameux postes de commandement. On ne se pose pas ce genre de questions. On ne se pose pas ce genre de questions, et il n'y a pas de problème. L'international, on l'organise. Quand je dis on l'organise, c'est que j'ai la chance de disposer d'une division des relations internationales qui est le point d'entrée pour toutes les forces de sécurité des outils de la coopération multilatérale internationale, c'est-à-dire Interpol, Europol, et donc nous avons la capacité, et ces gens-là se mettent immédiatement au travail, d'interroger en direct tous les pays sur des éléments que l'on va découvrir et qui peuvent renvoyer chez eux. On reçoit également, évidemment, spontanément des informations de ces autres pays. Et là aussi, ça fait partie des ateliers que l'on crée dans la gestion de l'enquête, c'est l'atelier international. Et donc, on a des échanges qui sont directs, fluides, pilotés. Encore une fois, il faut piloter ça pour que la synthèse de tous ces éléments qu'il faut regrouper à un certain moment, des éléments techniques, de police technique et scientifique. Quand on a une identité, par exemple, tac, tous les autres pays vont rechercher s'ils connaissent, s'ils ont des informations. Dès qu'on a découvert un ADN, dès qu'on a découvert une empreinte digitale, on va la communiquer aux autres pays qui vont interroger leur base. Et pour prendre que très récemment l'attaque de la basilique de Nice, où on a su très vite, on a très vite compris que le terroriste était passé par l'Italie. On a eu une action de nos camarades italiens qui a été immédiate et qui ne nécessite mais aucun délai. J'ai le téléphone portable de mon homologue italien, et lorsque l'on est dans ces périodes de crise, ou dans d'autres domaines d'ailleurs de criminalité organisée, les Italiens sont extrêmement diligents, vont tout de suite faire des vérifications, des perquisitions, des interpellations, des auditions. On a également des outils, c'est ce qu'on a utilisé pour le 13 novembre, c'est que dès qu'on a compris que les terroristes venaient de Belgique, et pour certains d'entre eux avaient pu s'y réfugier, on a créé ce que l'on appelle des équipes communes d'enquête. Une équipe commune d'enquête avec les Belges, singulièrement, en l'occurrence, c'est ce qui permet en fait, avec l'autorisation des autorités judiciaires, c'est ce que nous permettent les textes de coopération, on peut travailler chez les uns et chez les autres et immédiatement utiliser les éléments d'enquête que l'on va recueillir. Donc on a très vite des policiers de la sous-direction antiterroriste qui sont partis en Belgique, travailler avec les enquêteurs belges, et les éléments qu'ils utilisaient, qu'ils recueillaient, nous étaient immédiatement transmis et étaient exploités. On a également Europol qui nous apporte un soutien important dans ce type de situation, puisque ça a été le cas sur les attentats de 2020, de 2021, pardon, de 2020 et de 2020, pardon, on a ce qu'on appelle un bureau mobile Europol, c'est-à-dire qu'on a une équipe d'Europol qui vient et qui est immédiatement à notre disposition en étant là aussi connecté non seulement aux autres pays, mais également connecté aux bases de données d'Europol, et qui nous permet là aussi de faire immédiatement des recherches et des demandes de coopération.
Alors justement, avec nos partenaires européens, on n'est peut-être pas tous organisés de la même manière. Est-ce que tu peux nous dire, nous en France, comment on est organisé? Tu as cité la SDAT, qui est notre service antiterroriste. Est-ce que malgré les différences avec les autres pays européens, on parle de pays, de services antiterroristes à services antiterroristes ou... En général, oui, mais tout dépend en fait de l'organisation des États et des polices des différents États. Nous, on est centralisé, mais aussi dans les territoires, il y a des groupes spécifiques, c'est ça, dans certaines Alors, régions, dans certains gros départements? dans tous les sièges importants de la police judiciaire en province, il y a des groupes antiterroristes qui ont deux fonctions. La première fonction, c'est de traiter la survenance d'un attentat sur leur secteur, en attendant notamment l'arrivée de services parisiens. C'est le cas, par exemple, je citais l'affaire de Nice. L'affaire de Nice est traitée par la police judiciaire de Nice, qui ensuite reçoit le soutien de la sous-direction antiterroriste, puis de la DGSI, par exemple. C'est la force de ma maison, si j'ose dire, de la maison police judiciaire, c'est que j'ai le moyen d'agir sur des services territoriaux et sur des services nationaux qui peuvent venir au soutien, renforcer ces services-là. Ces groupes antiterroristes dans les territoires traitent également des affaires que je vais qualifier d'infraterroristes, c'est-à-dire des affaires qui sont des signalements sur des personnes radicalisées, sur des apologies du terrorisme, sur des situations, on va dire, inquiétantes, essentiellement d'ailleurs, et souvent d'ailleurs, sur signalement des services de renseignement, qui, eux, dans le cadre de leur surveillance de profils à risque, ont la capacité de nous alerter et de nous saisir d'enquête. Alors j'espère que ça a répondu à ta question sur voilà, comment on travaillait avec nos partenaires européens. Merci, c'était très détaillé. Alors il y a un petit débat dans le chat aussi sur est-ce qu'on aurait pu éviter, pas éviter les attentats. Voilà, quelqu'un a répondu, il faut demander à la DGSI. Je crois que c'est vraiment une question à laquelle effectivement c'est impossible de répondre. Quand il y a un attentat, il y a toujours quelque chose qu'on a raté collectivement, tous les services et tous les États conjointement. Mais peut-être c'est l'occasion de faire la différence entre le contre-terrorisme et la lutte contre le terrorisme. Le contre-terrorisme, c'est les services de renseignement qui vont travailler en amont. Et ce que fait la police judiciaire, j'allais dire, malheureusement, c'est une fois qu'il y a un début d'éléments de preuve, une fois que la procédure terroriste, que l'acte terroriste est commencé, là, le but de la police judiciaire, c'est de les stopper et de rassembler les preuves pour cette procédure judiciaire. C'est deux approches différentes quand même. Oui, mais ce sont deux approches différentes. Parce qu'en fait, parce que le terrorisme a une dimension horrible, parce que le terrorisme a pour objectif de terroriser. Je suis désolé de faire cette tautologie, mais on se doit de tout faire pour l'empêcher. Ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs d'autres types de crimes que l'on voudrait prévenir, mais que l'on n'a pas, on ne peut pas engager ça. Prévenir un crime est excessivement difficile. C'est excessivement difficile d'anticiper des comportements, et c'est surtout excessivement difficile de porter atteinte aux équilibres juridiques fondamentaux. Et c'est cet équilibre qui est toujours en débat d'ailleurs, et à chaque fois en débat lorsque l'on parle de loi antiterroriste, c'est où doit s'arrêter à un certain moment la liberté pour prévenir et pour garantir la sécurité. Donc, débattre de aurait-on pu empêcher, il faut, je crois, à chaque fois qu'un attentat est commis, faire l'examen de conscience, et nous le faisons pour savoir ce qui a pu dysfonctionner pour en tirer des conclusions, mais considérer que l'on peut éviter des attentats, on en évite, on en déjoue, mais que l'on peut éviter 100% des attentats est à mon sens un peu illusoire. Tout est fait pour, c'est pour ça qu'on a réorganisé Alors voilà, qu'est-ce qui a changé peut-être aujourd'hui par rapport à 2015, voilà, notre environnement aussi et la menace a considérablement évolué, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont considérablement évolué du côté de la police judiciaire sur cette lutte antiterroriste? La principale évolution, elle concerne la police judiciaire, mais en second plan, c'est le fait qu'on ait désigné la Direction générale de la sécurité intérieure comme chef de file de la lutte antiterroriste. Et pourquoi? Parce que il y avait peut-être un peu trop de services qui ne travaillaient pas suffisamment ensemble, qui communiquaient Donc, ils insuffisamment. coordonnent tout le monde de manière très rapprochée et au quotidien. On n'attend pas un attentat pour travailler ensemble, c'est vraiment des échanges quotidiens. Mes services ne vont prendre aucune initiative en matière de lutte antiterroriste, notamment dans sa phase un peu préventive, sans que ce soit fait
en coordination, en dialogue avec la DGSI. Aujourd'hui, j'ai connu des époques où les choses étaient beaucoup plus compliquées. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur la conduite des choses. Et c'est un vrai progrès et qui ne reçoit aucune exception. Et le fait de désigner un chef, ça a toujours une vocation quand même, et un mérite, c'est qu'il n'y a plus qu'un chef, et au moins quand on a un chef, il n'y a plus qu'une seule personne qui décide et qui prend des initiatives et qui les contrôle. Alors avec un peu de recul par rapport à ces événements, quel est ton regard que tu portes aujourd'hui et aussi par rapport à tous les témoignages des enquêteurs que tu as pu entendre du fait du procès, quel regard tu portes quelques années après sur ces tragiques événements et sur notre action collective, nous les policiers et le ministère de l'Intérieur? Je pense que la première réflexion, c'est celle de l'extrême humilité. Il faut être très humble vis-à-vis de ces événements, très humble vis-à-vis de nos... voilà, j'allais dire le mot que je voulais pas dire, mais de nos réussites. Il n'y a aucune réussite en matière de terrorisme ou d'enquête. Il y a un travail fantastique qui a été fait. Il y a un travail, mais que l'on a perçu lors des témoignages du procès en cours. J'ai une profonde admiration pour ces policiers qui sont allés témoigner et que l'on a vu. Mais là où on peut être réjoui dans le domaine de la police judiciaire d'avoir résolu un meurtre, d'avoir résolu un braquage, d'avoir démantelé une structure qui trafique les stupéfiants, le terrorisme incite quand même à énormément d'humilité. Et aussi de l'humilité parce que la menace est toujours là. Parce que ce qu'il s'est passé peut se reproduire d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est le plus touchant vis-à-vis notamment des enquêteurs, c'est que leur sentiment d'engagement, le sous-directeur de l'antiterrorisme de la police judiciaire à l'époque, qui est devenu mon adjoint dans mes fonctions actuelles, raconte cela de façon... et je pense que la brigade criminelle de la police judiciaire à Paris doit dire la même chose. Il n'y a pas besoin de rappeler les gens pour qu'ils viennent travailler quand il se passe quelque chose. Ils sont déjà là avant même le chef. Ils ont une présence, ils ont un engagement qui est absolument fantastique. Et je crois qu'il faut que sans arrêt, on observe ce qui se passe, qu'on en tire les enseignements, qu'on adapte nos dispositifs, qu'on soit meilleur à chaque fois, qu'on soit meilleur dans la gestion des scènes de crime, qu'on soit meilleur évidemment dans la prise en compte des victimes, que l'on soit meilleur dans notre explication des choses parce que une enquête judiciaire, pour que le procès se passe bien, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, prendre du temps à un moment où des gens sont dans la détresse et l'urgence, ça nécessite de la pédagogie, ça nécessite de l'explication. Donc, je crois surtout qu'on doit rester vigilant, extrêmement vigilant, et se dire que ça n'est pas... Alors, ça marque notre histoire, mais ça n'est pas de l'histoire ancienne. C'est toujours très présent et on le sent quand on parle avec des policiers et des enquêteurs de ces services, effectivement. On a quelqu'un dans le chat qui nous dit il y a aussi un gros travail des enquêteurs pour l'accompagnement des familles, des victimes, trouver les mots justes, l'attitude. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'identification des victimes, qui est un moment extrêmement complexe où il va falloir mettre un nom sur les victimes pour redonner les corps aux familles. Et ça, c'est bien des enquêteurs qui le portent, avec des médecins légistes et des spécialistes aussi. Là, malheureusement, on a eu à connaître différents épisodes de crimes massifs où il a fallu effectivement avoir des enquêteurs auprès des victimes, et ça, c'est aussi le travail de la police judiciaire. Oui, c'est faire d'abord ce travail extrêmement rigoureux de l'identification, notamment sur des scènes complexes, avec une multiplicité de victimes. Donc il faut faire ce travail d'identification qui est un travail, dans la mesure où il est très rigoureux, prend du temps. Et prend du temps vis-à-vis de familles qui, elles, n'ont pas le temps, qui veulent savoir, qui veulent comprendre. Et là où il y a eu peut-être des petits dysfonctionnements, qui sont des petits dysfonctionnements, mais des drames absolus pour ceux qui les ont vécus, ça a souvent été la précipitation qui a été l'ennemi de notre rigueur, finalement. Et c'est excessivement difficile à gérer. Il faut auditionner les gens, il faut leur poser des questions dans un moment où ils ont envie de tout, sauf qu'on leur demande des choses qui leur paraissent intrusives, qui leur paraissent complexes à exprimer. Et là encore, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les enquêteurs qui font ça, parce que c'est gérer cette détresse humaine tout en faisant son boulot.
Et c'est un boulot qui n'est pas un boulot désincarné, c'est un boulot qui en fait est au service des victimes pour que la vérité leur soit rendue à un certain moment. Et ce dialogue-là est un dialogue parfois complexe, euh, mais ce sont des domaines aussi où les liens qui peuvent se créer à certains moments entre les policiers et les victimes, on a des cas, sont des liens qui demeurent, parce qu'il s'est passé des choses très fortes. Je t'écoute et en même temps je lis le chat et je me disais justement que le chat, d'habitude il y a beaucoup d'interactions, de débats plus ou moins virulents et là on sent vraiment que par tes propos l'immense respect qu'ont les spectateurs qui nous regardent et je pense qu'ils t'écoutent vraiment et que tu portes haut les émotions et les professionnalismes dont font preuve ces policiers. Alors on a une question qui est un petit peu un peu différente. Comment ça se passe la police et la gendarmerie en matière de terrorisme? Si par exemple il y a une attaque en zone gendarmerie, comment ça se passe entre les différentes zones et qui prend la coordination? Tu as un peu expliqué, mais peut-être pas avec cette différence police-gendarmerie. Oui, alors la prise en compte en général, et voire toujours, des saisines, c'est-à-dire des dossiers de nature terroriste, revient systématiquement à la police, revient systématiquement à la police judiciaire. C'est une constante pour l'autorité judiciaire. Euh, alors, ce n'est pas une question d'ailleurs de savoir qui est mieux placé que l'autre, c'est une question de dispositif, c'est une question d'habitude, c'est une question d'expertise qui a été développée avec les années, mais on a eu des attentats en zone gendarmerie qui, dès lors qu'ils ont été qualifiés de terroristes, ont été pris en compte par la police judiciaire. Donc je dirais qu'on est sur une répartition fonctionnelle en quelque sorte des choses. Voilà. Bah, je pense que ça répond à la question. N'hésite pas si ça n'a pas répondu à préciser ta question, mais voilà, c'est aussi, je pense, le lien plus général entre la police et la gendarmerie qui était évoqué. Moi, j'avais peut-être une dernière question. Si vous en avez dans le chat, n'hésitez pas à les poser avant qu'on libère monsieur le directeur central de la police judiciaire. Euh, comment on se prépare quand on est enquêteur et qu'on va témoigner dans ce type de procès? J'imagine qu'il faut des semaines pour tout relire, pour bien se préparer. Les émotions aussi doivent remonter, les souvenirs. Peut-être qu'on a oublié des choses, peut-être qu'au contraire, des souvenirs sont extrêmement vifs. Comment finalement ces enquêteurs se sont préparés pour ces moments très difficiles? Et si tu veux leur dire un petit mot. Non, c'est un exercice très compliqué puisque même si on a le droit d'avoir quelques notes quand on passe devant la cour d'assises, on doit faire un exposé oral. Ce qui parfois d'ailleurs peut sembler paradoxal parce qu'on se dit que tout est écrit dans le dossier et qu'on va avoir à l'exposer à nouveau à l'oral, avec une autre difficulté qui est celle du temps qui a passé. Les gens qui ont témoigné dans le procès actuel sont des gens qui parfois ont changé de fonction, ont changé, ils font tout autre chose, et ils doivent se replonger des années après dans ces affaires-là. Et quand je dis ces affaires-là, c'est se replonger dans tout ce qu'on a évoqué à l'instant, l'émotion, la difficulté des choses, etc. Donc, on a décidé de coordonner en fait un petit peu les témoins qui allaient être appelés à la barre, de leur proposer un accompagnement aussi, parce que c'est quelque chose de compliqué. Mais j'ai envie de dire que la plus grande part du boulot pour eux, ça a été un certain moment de s'enfermer des jours et des jours et des jours. Beaucoup se sont enfermés, puisque le procès a démarré à la rentrée, en quelque sorte. Beaucoup y ont passé leurs vacances d'été à potasser le dossier dans ses moindres détails, être en capacité de répondre à la question de savoir si le terroriste avait tourné à droite ou avait tourné à gauche, de savoir si les chaises avaient été déplacées. Ce ne sont pas des questions, c'est pas une interview comme je peux la faire là. C'est extrêmement précis. C'est extrêmement précis. Et on sait qu'on est dans un moment d'une solennité extrême, on sait qu'on a les parties civiles qui sont là, on sait aussi qu'on a les accusés, mais je pense qu'on n'a pas une considération énorme pour eux, mais on sait qu'on a ces gens à qui on doit cette vérité, à qui on doit faire la démonstration que les éléments qu'on a rassemblés vont permettre d'obtenir et d'entrer en condamnation. Donc, c'est à la fois un exercice d'une rigueur extrême, c'est beaucoup plus que des révisions pour le bac, c'est un exercice monstrueux d'apprentissage et de réappropriation de tout le dossier, de méthodologie, parce que juste le flagrant délit, c'est-à-dire les premiers jours de l'enquête, c'est 5000 procès-verbaux, auxquels s'en sont ajoutés d'autres milliers de procès-verbaux qu'il faut relire, qu'il faut entièrement se réapproprier, et donc décider d'un exposé que l'on va faire. Donc c'est un exercice absolument compliqué, et avec des
des prestations que j'ai trouvées admirables. Alors peut-être la dernière question d'Anounator, c'est comment finalement on devient enquêteur, comment ça se passe pour rentrer dans cette grande police judiciaire et par exemple à l'antiterrorisme que tu as décrit aujourd'hui. Et puis après, les autres questions, on y répondra plus tard ensemble si vous en avez, mais on terminera cette interview ici. Non, ce sont des services qui sont ouverts à ceux qui ont envie de venir. Ça a l'air un peu bête, mais évidemment, il faut être policier pour l'essentiel des fonctions, pas que. Il y a également des postes qui sont ouverts et qui Des permettent... scientifiques, tu les as cités tout à l'heure. J'ai cité les scientifiques, on a également besoin de plus en plus d'analystes, on a également besoin de plus en plus de personnes comme l'a recruter, de contractuels, qui ne seront pas des fonctionnaires, mais l'essentiel de nos enquêteurs, bien évidemment pour être enquêteur, il faut être policier. Et donc il faut être gardien de la paix, il faut être officier, il faut être commissaire, et faire vœu dès que possible de vouloir intégrer ces services-là. Et contrairement peut-être à des idées reçues, ce sont des services ouverts et accessibles. Alors on nous demande juste, c'est la toute dernière question, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, un policier qui nous écrit, qui veut rentrer dans la brigade criminelle? Est-ce qu'il y a un parcours pour se préparer? Est-ce qu'il y a des stages par exemple Alors, pour découvrir? il existe des stages de découverte, en tout cas je pense que c'est toujours le cas. Il y a des offres évidemment d'ouverture de poste, comme on dit. Je pense qu'il est toujours bon, avant de venir dans la brigade criminelle, d'avoir fait un peu déjà d'enquête dans un service. Et puis, moi, je rêvais d'aller à la brigade criminelle quand je suis rentré dans la police, et j'en avais très très envie, et puis j'y suis arrivé. Donc je pense que l'abnégation, la volonté de se dire je veux faire ça, est quelque chose d'extrêmement positif, et ça permet d'y arriver. Eh bien, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci pour vos interactions. Merci, Monsieur Jérôme Bonnet, pour cette interview. Moi, je vous quitterai en vous recommandant ce livre qui est fantastique. Voilà. Alors, attendez, je ne trouve pas la caméra. Voilà. Vous n'aurez pas ma haine, Antoine Léris. Ça a été écrit dans les semaines qui ont suivi l'attaque au Bataclan. Il raconte son histoire. Et c'est vraiment un très, très beau livre. Moi, je l'avais lu en 2015-2016. Je l'ai relu récemment et je vous le conseille vraiment. Vous le retrouverez aussi en vendredi lecture sur Twitter. Merci encore 1000 fois pour ces mots. Je pense que tous les enquêteurs sont honorés que tu sois leur chef et que tu représentes aussi ainsi leur travail. Et c'est aussi un moyen de leur rendre hommage et de les remercier pour ce travail de l'ombre qui, à des moments comme celui-ci et de ce procès, prennent toute leur importance. On a quelqu'un qui avait cru comprendre que tu allais partir à Europol, mais je vous rassure, Monsieur Bonnet reste à la fois à la police judiciaire et à Europol en janvier, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. J'espère ainsi, Krakaton Stop, qu'on a répondu à ta question. Merci encore, Jérôme Bonnet. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Peut-être qu'on sera plutôt en space sur Twitter la semaine prochaine et pas forcément sur chat, sur Twitch, mais on se retrouve en tout cas bientôt. Merci à vous. À très bientôt.